Bien, bonjour. Donc, je suis Laurent Dedieu, je suis cofondateur et directeur du développement chez My Training Box. Je suis ingénieur pédagogique en formation numérique depuis plus de 20 ans et également référent numérique responsable dans mon entreprise. Alors, au programme de ce webinaire, on va évoquer d'abord certains impacts du numérique. On va définir ce qu'est le numérique responsable. On va s'intéresser de plus près au secteur de la formation et voir quels peuvent être les impacts justement du numérique en formation. On va aussi voir comment on peut élaborer une stratégie numérique responsable, réaliser un autodiagnostic, et on va voir également comment on peut mettre en œuvre un plan d'action numérique responsable. Alors un plan d'action simple, hein, donc il y a vraiment un double objectif avec ce webinaire. C'est vous sensibiliser au numérique responsable, et je suis très content que le Cariforef ait organisé cet échange et que vous soyez nombreuses et nombreux à participer à ce webinaire, mais également vous donner quelques outils, quelques tips pour mettre en œuvre un plan d'action simple, peut-être en amont d'une éventuelle labellisation ou certification numérique responsable. Alors, je vous ai mis un grand warning et je vais commencer avec un message qui est important. D'abord, je tiens à vous rassurer. Le but de ce webinaire, c'est pas de nous faire culpabiliser euh, ou de nous faire arrêter nos activités de formation numérique, mais véritablement de réfléchir à comment on peut rendre notre utilisation du numérique en formation moins impactante. Alors c'est un slide que j'ai rajouté, qui était pas prévu à la base. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai enregistré récemment un podcast pour le podcast de la formation, et Laurent Papeau, qui est l'animateur de ce podcast, me disait qu'il était rassuré au final de m'entendre parler de numérique responsable, car lui il crée des formations numériques, il sait que le numérique a un impact, et il n'avait pas super envie de s'y pencher à fond, parce que il n'a pas envie clairement de fermer boutique et d'arrêter son activité. Alors aujourd'hui, qu'on soit bien clair, la formation sans numérique, ça n'existe pas. Il y a toujours un écran, il y a toujours un ordinateur, il y a toujours une présentation dans la salle de formation. Et l'objectif, c'est pas qu'on arrête de travailler, mais que nous prenions en compte cet impact du numérique dans nos activités. L'avantage de notre profession, et c'est important, c'est qu'elle apporte de la valeur. Grâce à nos formations, des personnes vont pouvoir monter en compétences, elles vont pouvoir accéder à un métier, elles vont pouvoir peut-être, grâce à ce métier et à ces compétences, agir de façon plus citoyenne. Et à ce sujet, je vous invite à lire le rapport du Shift Project, qui est sorti en début d'année, sur la formation des actifs pour la transition écologique, qui insiste sur le rôle fondamental de la formation continue pour décarboner la planète. Donc le secteur de la formation, avec ses outils numériques, est utile. Plus utile en tout cas que d'utiliser le numérique pour, par exemple, créer des starter packs que l'on va publier sur LinkedIn. Euh, Néanmoins, on doit faire mieux, et on doit améliorer nos pratiques numériques. Donc on va s'intéresser d'abord aux impacts du numérique. Et d'abord, j'ai envie de dire, le numérique, c'est super. Il n'y a aucun second degré dans cette phrase. Je le pense. Aujourd'hui,
l'ensemble des secteurs d'activité bénéficient du numérique. Euh, Nous, on travaille beaucoup avec le secteur de l'agriculture. En agriculture, il existe aujourd'hui, par exemple, des capteurs connectés qui permettent de transmettre des données sur chaque parcelle et des indications sur les besoins en eau ou en engrais des plantes, par exemple. Dans le secteur de la santé, euh, aujourd'hui, on peut réaliser des interventions assistées par ordinateur qui vont permettre à des chirurgiens, par exemple, de planifier, de préparer et même parfois de réaliser une opération chirurgicale. Et le numérique est également utile parfois à la transition écologique, grâce par exemple à des applications qui vont être conçues pour optimiser les consommations d'énergie. Et le numérique, ah bah, c'est aussi super dans le secteur de la formation. Euh, pour nos secteurs, le numérique est clairement vecteur de progrès. Je pense qu'on est tous, on adhère tous à l'idée de la formation tout au long de la vie. Et clairement, ça prend tout son sens avec l'accès à des contenus en ligne, que ce soit à travers des MOOC, à travers des plateformes d'enseignement à distance, des conférences en ligne, des replays de nombreux webinaires, et vous aurez accès d'ailleurs aux replays, je crois, de ce webinaire et des autres webinaires. Euh, Si on considère les outils de visioconférence pardon, et de classe à distance, bah, ils ont permis clairement, entre autres, de limiter la déscolarisation massive pendant la crise sanitaire récente. Et des outils, par exemple, comme la réalité virtuelle, ça permet l'apprentissage parfois de gestes techniques très précis avec grâce à la répétition dans un environnement qui va être sécurisé. Mais le numérique, même si c'est super, il a des impacts et ces empreintes environnementales, économiques et sociales, elles se creusent chaque année un peu plus. Et pour bien comprendre l'impact du numérique, il est d'abord nécessaire de bien appréhender le contexte planétaire global. Et on va commencer, avant de regarder les impacts du numérique, on va s'intéresser à l'état de notre écosystème planétaire via quatre enjeux de taille qui sont le climat, l'énergie, l'eau et les ressources. Alors si on s'intéresse au climat, Euh, on sait par exemple que les gaz à effet de serre qui sont générés par les activités humaines sont les principaux responsables du réchauffement climatique. Euh, c'est intéressant de noter qu'entre la période pré-industrielle, donc on est en 1850, et l'année 2020, la température moyenne du globe, elle a augmenté de plus 1,25 degrés Celsius. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette augmentation, elle est de plus en plus rapide parce que sur ces 1,25 degrés Celsius, 1 degré a été gagné entre 1970 et 2019. Donc ça veut dire que de 1850 à 1970, on a eu plus 0,25 et depuis 1970, on a eu plus 1 degré pour être aujourd'hui à plus 1,25 degrés. Les 10% des populations les plus riches, dont nous faisons partie, sont responsables de 50% de ces émissions. Aujourd'hui, on estime que un Français a une empreinte carbone moyenne environ 2 fois supérieure à la moyenne mondiale. On va s'intéresser aussi à l'énergie. Notre consommation d'énergie, elle augmente aussi constamment et elle est majoritairement produite au niveau mondial à partir d'énergies fossiles
Quand on parle d'énergie fossile, on parle des produits pétroliers, on parle du charbon et on parle du gaz naturel. Et ces énergies fossiles, elles ont un fort impact carbone et elles représentent aujourd'hui 80% du bouquet énergétique primaire mondial. On consomme également beaucoup d'eau. Et on consomme d'ailleurs beaucoup d'eau pour produire les énergies que nous utilisons. Alors, pour vous donner une petite idée, en France, en 2024, on a consommé 450 TWh d'électricité. Alors les TWh, ça vous dit peut-être pas grand-chose, moi non plus en réalité, mais ça représente 450 millions de mégawattheures. Et en France, notre production électrique, elle provient essentiellement des centrales nucléaires et on sait qu'il faut 4167 litres d'eau pour produire 1 mégawattheure d'électricité. Et donc nous, on en consomme 450 millions. Donc je vous laisse faire le calcul et vous constaterez, comme moi, que la quantité d'eau nécessaire pour produire de l'électricité, euh, elle est énorme. Et enfin, vous le savez aussi sûrement, les ressources de notre planète, elles sont limitées et elles s'épuisent à pas de géant. C'est le cas par exemple du cuivre, du cobalt, du lithium. Aujourd'hui, 2 tiers des métaux connus sur Terre sont utilisés dans l'informatique. Ils sont mal recyclés et on doit creuser toujours plus loin pour les extraire et cela participe évidemment à augmenter les impacts environnementaux. Alors on va faire un petit quiz du coup. Donc avant d'enchaîner avec les impacts du numérique, je vous propose alors vous allez répondre à cette question entre 1 et 10. Combien dénombre-t-on d'équipements numériques par internaute dans le monde? Alors merci d'avoir répondu dans le chat. Donc la bonne réponse c'est 6. Voilà. Donc si vous avez eu la bonne réponse, on vous félicite, mais donc il n'y a pas de cadeau. Euh, donc 6 équipements numériques par internaute dans le monde. Ce chiffre, il vient de la dernière édition de l'étude sur les impacts environnementaux du numérique dans le monde de l'association Green IT. Voilà, la dernière mouture est sortie là en début d'année 2025. Il faut savoir que les études de l'association Green IT, c'est des études qui font référence sur sur les impacts. Oui, oui, Julie, je vais vous dire quels sont ces équipements. Euh, je vais pas tous vous les donner, mais en tout cas en tout cas, je vais vous donner la tendance. En 2023, donc, on dénombre 30,5 milliards d'équipements utilisés pour 5,35 milliards d'internautes. Donc on parle des internautes, hein, on ne parle pas de l'ensemble de la population. Donc ça fait à peu près 6 équipements par internaute. Dans ces équipements, on va retrouver les ordinateurs, on va retrouver les montres connectées, les écrans, les téléviseurs, etc. Et les plus utilisés, j'imagine que ça ne va pas vous surprendre, ce sont les smartphones avec 4,6 milliards de smartphones et une croissance qui est intéressante ou qui est de plus 31% entre 2019 et 2023. Donc ça veut dire qu'entre 2019 et 2023, il y a eu à peu près plus d'1 milliard de smartphones supplémentaires qui sont arrivés dans les mains des internautes. Donc c'est beaucoup d'équipements numériques et et on peut pas s'empêcher là de faire un lien
avec la diapositive qu'on a vu juste avant le quiz sur l'état de notre écosystème planétaire, parce que pour produire ces équipements, il faut beaucoup de ressources, des métaux, des terres rares, il faut aussi beaucoup d'énergie, et on l'a vu, il faut de l'eau pour produire cette énergie. Et donc cette production massive entraîne donc forcément une augmentation des gaz à effet de serre générés par l'homme et participe donc très activement au réchauffement climatique. Alors on va continuer avec quelques chiffres, toujours selon la même étude. Les impacts environnementaux et sanitaires qui sont liés au numérique, ils sont souvent présentés dans les études et dans cette étude selon les trois tiers habituellement utilisés dans l'évaluation des impacts environnementaux du numérique. Donc on a le premier tiers qui concerne les équipements des utilisateurs et des utilisatrices. Donc là on parle de nos équipements, on parle de nos smartphones, on parle de nos ordinateurs, on parle de nos écrans. Le tiers 2, ça va concerner les réseaux, et le tiers 3, ça va concerner les centres informatiques, les serveurs, etc. Nos équipements sont la principale source d'impact du numérique dans le monde. Ça représente entre 48 et 72% des impacts selon les indicateurs que l'on observe. Vous pourrez lire l'étude. L'étude prend en compte de nombreux indicateurs et donc ils ont calculé les impacts en fonction de ces indicateurs. Moi, je vous ai mis le plus bas et le plus haut. 48%, ça représente la pollution de l'eau douce, et 72% l'utilisation des ressources et des métaux. Les réseaux, ça représente donc entre 15 et 26% des impacts, et les centres informatiques entre 8 et 26% des impacts. Donc concrètement, ce qui aujourd'hui impacte le plus, ce sont nos équipements et la quantité d'équipements que l'on possède, que l'on met sur le marché, et donc toute l'énergie, toutes les ressources qui sont utilisées pour les fabriquer. Alors la pollution numérique, elle est quand même insidieuse parce que elle est invisible. Euh, on voit bien là sur mon image, on voit bien la fumée qui s'échappe de l'usine. On voit bien la fumée qui échappe des pots d'échappement des véhicules. On voit bien les déchets. On voit bien les déchets de nos emballages euh, dans les qui remplissent les bacs. Mais par contre, on ne perçoit pas ou peu les impacts de nos outils et de nos pratiques numériques. Alors on va reprendre les quatre enjeux par rapport à l'état de notre écosystème planétaire, le climat, l'énergie, l'eau et les ressources de notre planète, et on va regarder les impacts du numérique, toujours selon la dernière étude sur les impacts environnementaux du numérique de l'association Green IT. Euh, il y a il y a beaucoup d'autres impacts, etc. Voilà, j'avais sélectionné quelques-uns qui m'ont semblé les plus évidents et les plus parlants. Donc on va commencer avec le climat et les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique. Les émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, qui sont liées au numérique, ça représente à peu près 1,8 milliard de tonnes équivalent CO2. Ça, c'est des chiffres, c'est difficile à appréhender. En tout cas, le numérique mondial, ça équivaut à environ
Canada ou de l'Arabie Saoudite, et ça équivaut à 5,5 fois les émissions de la France. En 2023, le numérique mondial, ça représente 3,4% des émissions mondiales de GES, et il faut noter qu'entre 2019 et 2023, les émissions de GES mondiales, tous secteurs confondus, ont augmenté d'environ 2%, et que l'impact mondial du numérique il a suivi la même tendance de croissance. Et enfin, en 2023, l'usage annuel du numérique mondial consomme 40% du budget GES soutenable annuel par internaute, pour rester en dessous des 1,5 degrés Celsius de réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que c'est ces 1,5 degrés Celsius? C'est l'objectif de l'accord de Paris lors de la COP 21 en 2015, qui vise à limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degrés Celsius. Et pour ce faire, on a un budget, chacun de nous, un budget GES, et le numérique, donc, représente 40% de ce budget, et on n'a pas encore pris l'avion, et on s'est pas encore déplacé en voiture, euh, ou autre. Le numérique, comme vous pouvez l'imaginer, consomme beaucoup d'énergie. Euh, Par exemple, la consommation électrique des serveurs, elle est estimée à 506 TWh par an, ce qui fait à peu près la consommation d'un pays comme l'Allemagne. Pour rappel, en France, on consomme 450 TWh d'énergie par an. Donc les serveurs, à eux seuls, ils sont aujourd'hui à 506 TWh. À l'échelle individuelle, à notre échelle à nous, c'est comme si on laissait un radiateur de 1000 watts allumé 24 heures sur 24 pendant 20 jours. Et enfin, alors je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'électricité, Electricity 2024, analyse et projection pour 2026, l'utilisation de l'IA, et de la crypto-monnaie aussi d'ailleurs, fait énormément augmenter la demande mondiale en électricité. Et il donne un exemple simple, que je trouve très parlant et très intéressant. Il donne l'exemple d'une recherche sur Google qui consomme 0,3 Wh d'électricité, contre une requête sur ChatGPT qui, elle, va consommer 2,9 Wh. Si on considère qu'il y a 9 milliards de recherches par jour, il faudrait produire 10 TWh d'électricité supplémentaire par an. Et cette étude, elle a été menée avant les annonces d'investissements massifs, que ce soit aux USA ou en Europe, dans l'intelligence artificielle. Donc le numérique a aussi un impact sur les ressources. Euh, alors là, c'est extrait du guide de l'ADEME, la face cachée du numérique. Vous avez peut-être déjà vu cette image-là, pour fabriquer un ordinateur portable de 2 kilos, on a besoin alors vous pouvez noter la recette, hein, il vous faut 800 kilos de matières premières, 240 kilos de combustible fossile, 22 kilos de produits chimiques et 1500 litres d'eau. Voilà, donc vous mélangez tout ça et vous pouvez fabriquer un ordinateur de 2 kilos. Et enfin, le numérique, vous l'avez mis dans le nuage de mots, ce ne sont pas que des impacts environnementaux. Il y a aussi il y a aussi des impacts sociétaux. Alors j'en ai cité quelques-uns. On peut citer l'électronisme. Aujourd'hui, donc sur l'INSEE, c'est 17%
de la population française. Donc on parle de personnes qui ne savent pas ou peu utiliser les appareils numériques et les outils informatiques. On va parler d'accessibilité. L'accessibilité, c'est quelque chose de très intéressant. On entend ici là de rendre les contenus et les services numériques utilisables par les personnes en situation de handicap. En France, il existe le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui propose un cadre de loi sur l'accessibilité numérique, qui va s'étendre d'ailleurs à partir de très bientôt, du 28 juin, aux entreprises du secteur privé. Dans la formation, nous ne sommes pas encore concernés, puisque c'est les secteurs bancaires, e-commerce, transport, avec plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros. Mais cette loi, elle s'applique déjà aux services publics et aux entreprises privées qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Malgré cette loi, il reste encore du travail. Il y a un baromètre sur l'accessibilité numérique qui est sorti en 2024 par la fondation Content Square, qui a audité les 100 sites web les plus visités dans 6 pays. Et la France obtient une note de 6,2 sur 10, mais c'est surtout grâce au secteur public, parce que clairement, les sites web privés sont à la traîne. Quand on parle d'accessibilité, on parle également d'accessibilité technologique. Il reste des zones blanches en France, et des personnes qui sont sous-équipées pour certaines utilisations de leurs outils numériques. Et enfin, dans les impacts sociétaux, on peut parler évidemment des cyberattaques. Alors hier soir, je ne sais pas si vous avez regardé Quotidien, mais un des invités était la personne qui œuvre pour l'État, c'est le directeur de l'organisme qui veille à éviter les cyberattaques. Depuis le début de l'année, c'est plus de 4000 cyberattaques en France, et c'est à peu près 10 cyberattaques par jour. Donc on peut penser à l'exfiltration des données personnelles, de coordonnées bancaires, de données de santé, etc. Et enfin, les impacts du numérique, euh, ils sont aussi économiques et géopolitiques. Alors j'ai mis entre guillemets cette phrase que vous avez sûrement lue, entendue, drill baby drill. Euh, ça nous vient du nouveau président des États-Unis, et j'ai pas le nom de la personne qui est responsable. J'ai pas pris de note en regardant Quotidien hier soir, mais je pourrais vous le retrouver. Euh, et et donc clairement, aujourd'hui, dans la course effrénée au numérique et à l'IA, on peut imaginer facilement que les besoins en énergie, en métaux, sont exponentiels, et que ça génère des tensions géopolitiques tout autour du globe. On peut, avec par exemple des accords de paix douteux en Ukraine, pour pouvoir exploiter les ressources du pays, des velléités d'annexion du Groenland, par exemple, pour les mêmes raisons, ou encore de graves atteintes aux droits humains, comme on le constate par exemple en République démocratique du Congo, où pour exploiter les mines de cobalt, par exemple, qui sont nécessaires pour produire les batteries d'un téléphone portable. Donc le numérique, on l'a vu, il a des impacts environnementaux, il a des impacts économiques, il a des impacts sociaux, et il participe donc à la dégradation de notre écosystème planétaire. Et c'est pour ces raisons qu'on doit réfléchir à proposer un numérique plus durable et responsable, qui va être en phase avec ces trois piliers du développement durable. Et pas de suite.
D'abord, on va définir. Donc, maintenant, on va définir ce que l'on entend par numérique responsable. C'est important. Alors, je vais vous lire la définition de l'INR, de l'Institut du numérique responsable. Le numérique responsable est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies, de l'information et de la communication. Donc c'est pour ça que c'est intéressant dans le nuage de mots quand vous avez parlé pas seulement d'impact écologique, mais aussi d'impact sociétaux, etc. Le numérique responsable, donc, il va s'appuyer sur les trois piliers du développement durable, social, économie et environnement, et il va s'organiser autour des trois piliers de la mesure de performance, les trois P, qui sont planète, people et prosperity. Planète, on entend réduire l'empreinte environnementale du numérique. People, ça va concerner à réduire la fracture sociale et améliorer les conditions de vie grâce au numérique. Et Prosperity, ça va consister à créer de la valeur économique, sociale et environnementale grâce au numérique. Et cette notion de valeur, j'en ai parlé au début du webinaire avec le rapport du Shift Project, mais elle est très importante et elle a beaucoup de sens dans les secteurs de l'éducation et de la formation. C'est vraiment important de se questionner par rapport à l'utilisation du numérique, par rapport à la valeur, euh, à la valeur que ça représente. Et pour terminer, alors généralement dans les nuages de mots on voit apparaître Green IT, mais là je l'ai pas vu apparaître. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à mélanger Green IT et numérique responsable. Euh, donc, juste pour être clair, Green IT euh, fait partie du numérique responsable, mais ce n'est pas le numérique responsable. Green IT, ça va désigner des stratégies qu'on va mettre en œuvre pour réduire l'impact environnemental, comme allonger la durée de vie des équipements ou utiliser par exemple des équipements à faible consommation énergétique. Euh, et donc il existe tout un vocable autour du numérique responsable, IT for Green, Human for IT, IT for Good, l'éco-conception, et donc chacun désigne des actions spécifiques qui s'intègrent dans le numérique responsable. Bien, donc on va commencer à parler un petit peu de la formation. Je pense que ça va en réjouir certaines et certains. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction de ce webinaire, mais je ne vais pas vous donner des tuyaux de suite, hein, par contre. Ouais, il va falloir encore patienter, c'est du teasing. Donc, je suis ingénieur pédagogique en formation numérique depuis longtemps, et j'ai toujours pensé que la formation à distance, c'était mieux que le présentiel euh, sur par rapport à l'environnement. Pas de déplacement, on n'imprimait pas des quantités de ressources pédagogiques et j'ai continué à penser ça jusqu'à ce que je m'intéresse au numérique responsable avec My Green Training Box. Et, euh, et donc, nous, pour nous acculturer, on a adhéré donc à l'INR, à l'Institut du numérique responsable, mais on a été un peu frustré justement par rapport à notre métier, parce que on n'a pas trouvé vraiment de littérature scientifique sur les impacts de la formation numérique, sur les impacts de la formation à distance. Alors, on a lancé un projet européen avec la société Hublot, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'analyse et la mesure des impacts du numérique. Et l'objectif, c'était, alors avec les moyens de ce projet, c'était pas des moyens énormes, mais c'était
les impacts de la formation numérique. Alors, on a organisé des groupes de discussion en France, en Belgique, au Portugal, avec des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, des EdTech, pour recueillir un panel des pratiques pédagogiques les plus courantes et définir le cadre de notre étude. On a enquêté auprès de 400 personnes. Alors l'intégralité de l'étude, elle est disponible au format livre blanc sur le site internet du projet. Je pourrais faire passer le lien si ça vous intéresse. Bon, le livre blanc est un peu épais, hein, c'est plus d'une centaine de pages. Bon, vous avez une version plus light sur sur la plateforme, sur My Green Training Box où on a un peu on a un peu allégé cette étude-là. Donc on a pris ces retours nous ont permis donc d'isoler trois cas d'usage que vous connaissez tous, auxquels on a ajouté des hypothèses, comme on a ajouté le nombre de participants, le pays, les transports, parce que c'est super difficile d'étudier ce genre d'impact sans contextualiser. Par exemple, si le pays, parce que le mix énergétique, il est par exemple très différent en France et en Allemagne, par exemple. Nous, notre énergie, elle est nucléaire, donc elle est plutôt décarbonée, alors qu'en Allemagne, l'énergie, elle va être majoritairement fossile. Donc, on a un premier cas d'usage, 1 heure de cours magistral synchrone en visioconférence. Ça se passe au Portugal. On a 59 apprenants, un formateur. On a choisi un, un cas simplifié où chaque utilisateur n'utilise qu'un seul équipement. Et on a réparti les équipements également entre ordinateurs portables, smartphones et ordinateurs fixes. Et on a supposé que l'ensemble des participants suivaient le cours depuis leur domicile. Donc ce qui bien sûr évitait l'utilisation des transports, mais augmentait significativement la consommation d'énergie de leur foyer. Le, euh, le deuxième cas d'usage, c'est donc à chaque fois on est parti sur 1 heure, hein, 1 heure d'auto-formation asynchrone sur un LMS pour 300 apprenants. Là on est en Belgique. Les contenus, ce sont des vidéos pédagogiques qui sont visionnées en streaming. Et on a supposé que la moitié des participants devait se déplacer, dont un quart se déplacer en voiture pour se connecter au LMS pour plusieurs raisons, hein. Une faible connexion Internet, un ordinateur portable trop ancien, ou souvent parce que ils ont un cours en présentiel en suivant. Et le dernier cas d'usage, c'est 1 heure de formation en présentiel en France avec 10 apprenants qui participent donc à la session. On a imaginé que l'organisme de formation fournissait une tablette à chaque apprenant, que tous les apprenants se rendaient sur le site d'enseignement, la moitié d'entre eux en voiture et avec une distance moyenne de 25 km. Alors on a intégré la formation présentielle, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Au départ, on était très formation à distance, formation numérique, mais elle ressortait évidemment souvent des cas d'usage pendant les entretiens qu'on a eus. Et comme je disais en préambule, aujourd'hui, toutes les formations sont numériques. Le numérique, ça ne concerne pas que la formation à distance. La formation en présentiel utilise évidemment des outils numériques. Alors, je vous propose un petit vote sur le chat. Selon vous, quel est l'usage qui est le plus impactant du point de vue environnemental? Est-ce que c'est le premier cas avec 1 heure de cours magistral synchrone en visioconférence, tout le monde reste à la maison? Est-ce que c'est le cas numéro 2 avec 1 heure d'auto-formation asynchrone, on a quand même la moitié qui se déplace? Ou est-ce que c'est le cas numéro 3 avec 1 heure de formation en présentiel? Bon, vous avez raison, c'est le 2. C'est en effet le 2 qui est le plus impactant, clairement, à cause des transports.
si on avait enlevé les transports. Mais le numérique responsable intègre la notion de transport. Ça peut déjà vous donner quelques pistes de réflexion pour un organisme de formation ou une école. L'empreinte carbone, donc on a ramené ces impacts en équivalent de kilomètres en voiture et sur le livre blanc, on les a aussi ramenés en quantité de repas carnés sur de la viande de bœuf. Donc l'empreinte carbone pour l'ensemble de la première session, c'est estimé à peu près 120 km en voiture. La majeure partie ici de l'impact carbone, à peu près 65%, elle est induite par la surconsommation de l'énergie au domicile des participants. Et le reste, ça va être le numérique et principalement le tiers 1, on a parlé des 3 tiers tout à l'heure, donc les équipements des utilisateurs. L'empreinte carbone de la deuxième session, donc là elle est importante, 2718 km en voiture, et c'est clairement le transport qui représente voilà, l'empreinte majeure de la session, 75%, et l'impact du numérique est en fait plutôt limité ici. Et encore une fois, ça va concerner le premier tiers avec les équipements des utilisateurs. Et l'empreinte carbone donc de la formation en présentiel, c'est 116 km en voiture avec évidemment le transport qui représente 90%. Pourquoi ne pas ramener l'impact du numérique à l'apprenant? Parce qu'on a décidé, dans notre étude, il a fallu développer une façon d'étudier ça. Alors c'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est la société Hublot, et, euh, et c'est de cette façon qu'ils l'ont fait. Il faut savoir que, alors vous avez eu une formation, je crois, la semaine dernière sur l'ACV, sur l'analyse du cycle de vie, et c'est exactement la méthode qu'a utilisé la société, le cabinet Hublot. Ils ont pris en compte plusieurs critères comme la fabrication, le transport, la gestion de la fin de vie et pas seulement l'usage. L'objectif de cette étude, quand même qu'on soit clair, c'était pas d'opposer le présentiel avec le distanciel, mais c'était vraiment d'objectiver les impacts de la formation et surtout de pouvoir faire quelques préconisations aux écoles et aux organismes de formation. Donc quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur pédagogique, j'avais pas tout tort en fait de penser que la formation à distance impactait moins que le présentiel et donc essentiellement à cause des transports et de la consommation d'énergie. Et ces résultats, d'ailleurs, ils concordent avec certaines remarques du rapport du Shift Project sur former les actifs pour la transition écologique. Ce rapport, il pointe le rôle majeur de la formation continue pour la transition écologique. Il souligne que la formation a un impact direct et indirect sur l'environnement, notamment par les déplacements des formateurs et des apprenants, l'utilisation des bâtiments et les émissions liées au numérique. Alors je vais vous citer un extrait du rapport. Les émissions liées aux usages actuels du numérique sont probablement plus limitées, mais leur croissance exponentielle représente un risque non négligeable en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'électricité. Ainsi, l'accroissement du recours à des formats numériques pour des formations, notamment à la réalité virtuelle ou à l'intelligence artificielle, doit être questionné sous l'angle de leur impact climatique et énergétique. Et puis, il faut garder à l'esprit quand même qu'à l'échelle planétaire, aujourd'hui, le numérique rattrape les transports. Et pour vous donner une idée, en termes d'impact, le numérique a déjà dépassé l'aviation civile. Donc le numérique a plus d'impact que les voyages en avion à l'échelle planétaire. Alors, quelles préconisations on peut faire suite à cette étude
aux acteurs de l'éducation et de la formation. Donc le poste des transports, on l'a vu, reste le plus impactant et dans un objectif de décarbonation du secteur de la formation, il faut travailler à le réduire. Pour le réduire, on peut, dans un premier temps, sensibiliser les collaborateurs et les apprenants à préférer les mobilités douces. On peut aussi mettre en œuvre le covoiturage. Alors je sais que c'est pas simple. Hein, j'ai été directeur d'un organisme de formation et j'ai essayé de mettre en place le covoiturage entre les apprenants et c'est pas quelque chose de très facile, à faire. Mais en tout cas, on peut essayer de le mettre en œuvre et pas seulement en communiquant ou en distribuant un fascicule, mais en le proposant activement aux participants d'une formation selon leur provenance géographique, par exemple. Et enfin, ça c'est intéressant, je sais que c'est pas simple non plus, mais on peut aménager les plannings des formations et essayer de mieux agencer les séquences de formation. Par exemple, si un cours magistral ne nécessite pas forcément d'interaction avec les apprenants, on peut l'organiser en visio et avec les caméras coupées, par exemple puisque les caméras allumées augmentent énormément la consommation d'énergie. Vous le voyez sûrement sur les batteries de vos ordinateurs quand vos caméras sont allumées. Euh, et on évite, si possible, d'organiser le même jour des temps en présentiel et des temps à distance. Parce que si vous avez la première demi-journée en présentiel et l'autre demi-journée à distance, vous n'allez pas substituer le transport. Le transport va rester le même, mais vous allez ajouter plus d'impact du numérique. Alors, le poste des dépenses d'énergie des bâtiments, c'est le poste le plus impactant après les transports. Alors, si on a beaucoup d'argent, on peut rénover, hein, on peut rénover ces locaux pour les rendre moins énergivores avec, par exemple, une meilleure isolation thermique. Voilà. Mais on doit surtout prendre des mesures pour réduire les consommations d'énergie. Alors je pense que quand il y a eu toutes les histoires d'énergie, vous avez tous reçu vos emails, vos brochures d'EDF, de votre fournisseur d'électricité, pour baisser le thermostat des radiateurs en hiver, pour éviter la clim, pour utiliser un deuxième écran que si c'est vraiment nécessaire. Hein, c'est pareil, un deuxième écran, ça augmente la consommation d'énergie. Et, euh, et enfin, pour le poste des équipements numériques, même s'il est moins impactant aujourd'hui que le transport et les consommations d'énergie, il augmente chaque année et donc on doit le prendre en considération via plusieurs stratégies. La première, et certainement la plus importante, et par rapport à ce qu'on a dit sur les matériaux, etc., ça, vous allez comprendre, c'est d'allonger la durée de vie des équipements. Dans le cycle de vie d'un équipement numérique, sa fabrication, on se rappelle la quantité de ressources nécessaires pour fabriquer un ordinateur portable, c'est la phase la plus impactante. Ça représente 70% de son impact. Donc aujourd'hui, la durée de vie d'un ordinateur, elle est estimée à 3 ans. Donc ne serait-ce que rallonger cette durée à 5 ans permet de réduire considérablement son empreinte écologique. C'est aussi super important d'étudier ses besoins et de mettre en œuvre une stratégie d'utilisation qui va être adaptée à votre école
ou à votre organisme. Par exemple, est-ce que les ordinateurs sont adaptés aux besoins des utilisateurs? Est-ce qu'il est possible de mutualiser le matériel ou de le réaffecter? Par exemple, réaffecter des ordinateurs qui étaient utilisés pour des formations en dessin 3D, par exemple, mais qui sont aujourd'hui moins performants, on va les réaffecter à des formations ou des tâches qui demandent moins de ressources informatiques. C'est un exemple. Il est aussi intéressant de mettre en œuvre une politique d'achat responsable. Alors, à ce sujet, je vous conseille le closier numérique éco-responsable qui a été développé par l'INR, qui permet de prendre en compte le numérique responsable dans ses achats. Et en effet, on peut interroger nos fournisseurs sur, par exemple, leurs éventuelles labellisations RSE et ou numériques responsables. On peut les interroger sur les écolabels de leurs équipements numériques. On peut les interroger sur l'indice de réparabilité, sur l'éco-conception de leurs équipements ou services numériques, etc. Et alors c'était le closier numérique responsable, numérique éco-responsable. Son accès libre et gratuit sur le site de l'Institut du numérique responsable. Et enfin, euh, une école ou un organisme de formation peut également mettre en œuvre une politique de gestion des contenus de formation numérique. Euh, Est-ce qu'il existe dans l'organisation des procédés de mise à jour des contenus numériques, des contenus pédagogiques? Euh, Avons-nous besoin de créer de nouveaux contenus ou bien pouvons-nous utiliser ce qui existe déjà? Et si l'on crée de nouveaux contenus, comment allons-nous prendre en compte le numérique responsable? Comment on va prendre en compte leur accessibilité, leur taille, etc. Donc ça, ce sont des exemples, des préconisations qu'une école ou un organisme de formation peut prendre en compte pour commencer à installer le numérique responsable. Alors, on a vu les impacts du numérique, on a défini, on a fait un petit focus sur la formation, et maintenant on va essayer de réfléchir à comment on peut élaborer une stratégie numérique responsable euh, et, euh, et un plan d'action dans son organisme de formation. Alors, donc, dans cette vidéo, il y a 3 points qui me semblent essentiels pour élaborer une stratégie numérique responsable dans son organisation. Euh, le premier, et ce que vous faites aujourd'hui, c'est l'acculturation. La formation de ces équipes au numérique responsable, c'est une étape essentielle pour mettre en œuvre un plan d'action pour plein de raisons. On l'a dit, la pollution numérique, les impacts du numérique, c'est pas évident à appréhender et c'est pas aussi évident à appréhender que les déchets qu'on met dans nos poubelles. Alors, il existe plusieurs outils d'auto-formation qui sont gratuits sur le sujet. Denis a parlé des MOOC de l'INR. Sur My Green Training Box, on propose aussi des formations en accès libre sur ce sujet. Euh, comme il existe la fresque du climat, il existe aussi la fresque du numérique que vous pouvez mettre en œuvre dans votre organisme. Et bien entendu, en Occitanie, on a un vivier de formatrices et de formateurs très actifs et très pertinents sur ce sujet. Denis, ensuite, il parle plusieurs fois des 3 U, utile, utilisable et utilisé. Et ça, c'est une très bonne façon de réfléchir et de remettre en question ces pratiques numériques
Est-ce que c'est utile de conserver sur ma plateforme de formation et dans mes serveurs les ressources pédagogiques d'une formation qu'on ne propose plus parce que le métier n'existe plus. Ça arrive. Est-ce que c'est utile d'investir dans du matériel de réalité virtuelle en prévision de son éventuelle utilisation un jour? Est-ce que c'est utile d'utiliser deux écrans pour lire ses emails? Est-ce que c'est utile de créer des contenus pédagogiques sur un sujet alors que il en existe déjà des très bien faits en accès libre? Et Denis parle d'une démarche graduelle qui se met en place pas à pas. Et en effet, une démarche réaliste et tenable permet de mettre en œuvre un plan d'action qui va être adapté à son organisation. Pensez à vos équipes. Elles ont dû digitaliser leur formation, et beaucoup d'ailleurs, après le Covid. Elles doivent être en conformité avec l'IOP. Et maintenant, vous allez peut-être rajouter une couche avec le numérique responsable. Mais pour que ça marche, il faut s'assurer de la participation et de l'adhésion de tout le monde. Alors votre stratégie, elle peut s'appuyer sur des labels et des référentiels existants. Le GR 491, j'en ai parlé, le label de l'INR, qui est d'ailleurs s'appuie dans le nuage de mots tout à l'heure, vous avez parlé des ODD et le GR 491 est en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il existe depuis la fin de l'année dernière le RIA 31, donc qui est le référentiel IA éthique de l'INR et qui peut vous accompagner pour développer des projets autour de l'IA. Le GR 491 d'ailleurs sera utile plus pour développer un service de type logiciel, plateforme de formation, quelque chose comme ça. Le label numérique responsable, j'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir suivi la formation de l'agence Lucie, hein, donc le label NR, c'est une démarche structurante, c'est une démarche exigeante qui permet de mettre en œuvre le numérique dans son numérique responsable dans son organisation. Il se décline en deux niveaux. Vous avez un niveau 1 qui permet de s'acculturer et d'initier des actions, et vous avez un niveau 2 qui est plus exigeant, qui vous oblige à mettre en œuvre un plan d'action sur 3 ans. Vous avez le référentiel donc général d'amélioration de l'accessibilité, euh, qui va consister à rendre les sites et les services numériques accessibles à tous. Il est édité par la DINUM et il s'articule autour de 106 critères. Et vous avez bien aussi l'AFNORSPEC, éco-conception des services numériques. C'est un guide de bonnes pratiques permettant d'engager une démarche d'éco-conception d'un service numérique sur tout son cycle de vie. Alors ces référentiels, ils peuvent vous aider à structurer votre stratégie numérique responsable en fonction de votre projet, ils peuvent vous aider à construire un plan d'action, mais vous pouvez également réaliser votre propre autodiagnostic duquel vont découler les solutions que vous allez mettre en œuvre. Alors, on peut définir un plan d'action en 4 étapes. Euh, Donc la première, j'y reviens, mais clairement euh, sensibiliser son équipe avant même de réfléchir aux changements que vous pouvez amener. Vous devez sensibiliser votre équipe au sujet du numérique responsable. Il y a plusieurs options cumulables hein, pour ce faire. Vous pouvez organiser une réunion de lancement, par exemple, du numérique responsable euh, et, euh, et expliquer pourquoi vous souhaitez mettre en œuvre cette démarche. Vous pouvez faire participer votre équipe à des activités de sensibilisation sur les enjeux du numérique responsable, comme les formations du CARIFOREF. Vous pouvez leur proposer de suivre une formation sur le numérique responsable. En tout cas, l'objectif, ça va être vraiment d'informer et uniformiser les connaissances
de chacun et chacune, en les sensibilisant sur les enjeux de votre entreprise à passer à l'action pour diminuer chez les uns les éventuelles réticences au changement et développer chez les autres l'envie d'agir. Ensuite, comme dans une démarche RSE, hein, vous avez parlé des RSE plus haut, vous allez monter un groupe de travail. Alors ça peut être un groupe de travail en interne. Lors de la réunion de présentation, vous pouvez demander, sonder qui est intéressé pour superviser la mise en place des actions, mais ça peut être aussi en externe avec des tierces personnes si vous êtes un dirigeant par exemple avec peu ou pas de salariés. En tout cas, ça peut être avec une association locale, avec un groupement d'entreprises dont vous êtes déjà partie. Enfin, en tout cas, l'objectif, ça va être de ce groupe de travail d'utiliser l'intelligence collective pour trouver des solutions et trouver aussi de la motivation grâce à la dynamique de groupe. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser votre autodiagnostic. Donc, votre autodiagnostic, ça va vous permettre d'identifier vos postes d'émission. Et pour un organisme de formation, on peut penser, on a dit, au transport, aux économies d'énergie, aux achats de matériel informatique, mais ça peut concerner aussi l'accessibilité de vos outils et de vos ressources numériques, la taille de vos contenus numériques, etc. Et la dernière étape, donc, ça va être de proposer des solutions euh, par rapport euh, par rapport à vos postes d'émission et donc de chercher collectivement des idées pour améliorer vos actions quotidiennes. Et une fois que ces idées euh, sont évoquées, vous allez choisir une période de réalisation. Ça peut être sur un an, ça peut être sur 2 ans, ça peut être sur 3 ans, et vous allez créer votre rétro-planning numérique responsable. Et évidemment, c'est important de se fixer des dates butoirs pour les différentes étapes de votre projet. Et vous pouvez utiliser, par exemple, aussi les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, pour augmenter vos chances de réussite. Alors chez My Training Box, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a suivi ces étapes pour définir notre stratégie numérique responsable et construire un premier plan d'action. On s'est tous formés au numérique responsable. On a monté un groupe de travail. On a identifié nos postes d'émission et on a collectivement cherché des solutions. Ce premier plan d'action, on l'a établi et mis en œuvre 2 ans avant notre labellisation numérique responsable. Et ça nous a permis d'abord de nous confronter à la réalité d'un tel travail. Et donc, on avait sélectionné les 10 actions, vous voyez à l'écran. Bon, en vrai, il y en avait 11, mais voilà, pour des raisons d'ergonomie d'écran, j'en ai enlevé une. Et pour chacun de ces postes, on a cherché des solutions d'action à mettre en œuvre pour proposer un numérique plus responsable. Alors j'avais prévu là une activité pour vous faire réfléchir un petit peu collectivement sur des actions, mais je pense qu'on va être un peu court peut-être en temps quand Lauriane me dit oui oui. Donc bon, je vais zapper le travail collectif et je vais passer à cette slide là. Voilà, l'idée c'était en tout cas que vous puissiez vous proposer donner des idées par rapport à ces éléments-là. Et alors, euh, clairement, par exemple sur la gestion des emails, alors vous l'avez mis dans le nuage de mots, c'est vrai que la gestion des emails c'est clairement pas quelque chose de très impactant d'un point de vue environnemental, mais c'est une super porte d'entrée dans une entreprise parce que les emails, ça parle à tout le monde. Donc nous, on a simplement créé une fiche avec des bonnes pratiques en termes de gestion des emails, faire attention bien sûr à la taille des pièces jointes, utiliser des outils comme WeTransfer ou encore mieux SwissTransfer d'Infomaniac pour envoyer des pièces jointes, faire attention aux destinataires, est-ce que
25 destinataires de votre email ont besoin de recevoir cet email, etc. On a travaillé aussi sur le stockage des données. On avait on avait beaucoup d'outils pour stocker nos données et on n'avait pas de véritable process. Donc du coup, on se retrouvait comme beaucoup d'organisations, je pense, à avoir des données éparpillées un peu partout, avec des V1, des V2, des archives. Bon. Donc là, on a mis un vrai process de gestion de stockage pour le tri, l'archivage, la fin de vie, etc. des données. On a travaillé, on a d'autres actions. Hein. J'ai mis à chaque fois un seul exemple pour être rapide, mais il y a d'autres actions à chaque fois. Sur l'accessibilité, par exemple, on a ajouté des sous-titres aux vidéos. Au départ de Migraine Training Box, il n'y avait pas de sous-titres sur les vidéos parce que pour des raisons pédagogiques, c'est moins bien de regarder une vidéo et de lire en même temps les sous-titres. Par contre, pour des raisons d'accessibilité, bah, c'est bien quand même d'avoir des sous-titres. Donc on a ajouté des sous-titres à toutes nos vidéos et évidemment pas des sous-titres automatiques. Il faut activer les sous-titres. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, vous n'avez pas les sous-titres. Par rapport à la création de contenu, donc nous on crée essentiellement des contenus vidéo. Et on a décidé de privilégier le motion design sur la captation vidéo. Donc le motion design, c'est de l'animation, c'est des contenus qui sont plus légers. On a réduit à peu près de moitié la taille de nos vidéos, donc c'est intéressant pour le stockage, c'est intéressant aussi pour la diffusion. Et clairement, la captation vidéo, ça nécessite des transports, il faut se déplacer souvent pour faire de la captation vidéo. La captation vidéo, ça va nécessiter aussi un équipement qui va coûter cher, il va falloir renouveler. On va filmer souvent dans des formats au moins sur du 4K. Aujourd'hui, on est sur du 8K même. Donc, on va être sur des fichiers très lourds qui prennent beaucoup de place. On a mis en place aussi un management numérique responsable avec par exemple la formation interne. Aujourd'hui, tous les collaborateurs suivent la formation interne de Migraine Training Box sur le numérique responsable sur la plateforme et ils doivent avoir leur petit certificat qui atteste qu'ils l'ont suivi. Euh, on a aussi mis en place une charte du télétravail qui est signée par tous les collaborateurs. On a mis en place aussi une fiche des bonnes pratiques des économies d'énergie. On a décidé d'allonger la durée de vie de notre matériel informatique au moins de 5 ans, de mettre en place aussi la réutilisation des ordinateurs. Par exemple, là, on a changé deux postes de nos graphistes et les postes sont partis sur des chargés de projet. C'est une bonne façon de procéder. Pour l'hébergement, donc je vous disais, on avait plusieurs solutions d'hébergement. Alors je vais pas les citer, mais vous les connaissez sûrement. Et aujourd'hui, on a tout rapatrié sur un seul hébergeur suisse qui s'appelle Infomaniac et que je recommande. C'est une entreprise vraiment exemplaire en termes d'impact et de responsabilité. Et on a aussi travaillé sur des actions de communication, un plan de communication vraiment lié sur le numérique responsable. Alors, euh, donc, on va terminer avec l'analyse et mesure. Donc, si votre plan d'action il s'appuie pas sur un référentiel existant, vous allez pouvoir suivre vos propres indicateurs. C'est ce que nous on a fait. Et en tout cas, moi je vous recommande d'utiliser des indicateurs simples et tenables. Donc ça peut être par exemple le nombre de collaborateurs formés au numérique responsable, le pourcentage de réalisation de votre plan d'action, etc. Vous pouvez évidemment aller sur des indicateurs plus poussés. Vous pouvez par exemple mettre des indicateurs sur l'accessibilité de vos contenus en fonction de la totalité ou de certains des 106 critères du RG2A. Vous pouvez aussi, comme indicateur, utiliser un outil comme Lighthouse, c'est une application gratuite sur Google Chrome qui va vous permettre de mesurer la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le référencement de votre page web ou de vos plateformes. Vous pouvez même aller plus loin et réaliser le bilan carbone
de votre, euh, de votre organisation. En tout cas, ce sera important de nommer un ou plusieurs, si votre entreprise est de taille importante, référents numériques responsables qui vont suivre les progrès de votre entreprise. Ça va vous permettre de mesurer votre maturité. Ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre démarche numérique responsable et de mettre en œuvre de nouvelles actions. C'est comme ça, nous, qu'on a évolué vers la labellisation. Et aussi, ça va vous permettre de communiquer euh, auprès de vos parties prenantes. Donc, on va terminer par parler un petit peu de ROI, de retour sur investissement du numérique de formation. Donc, c'est basé sur notre expérience chez My Training Box, j'insiste, pour la mise en œuvre d'un plan d'action simple. Donc d'un point de vue investissement, clairement, l'investissement le plus lourd, ça va être les ressources humaines que vous allez mobiliser pour mettre en œuvre, évaluer, suivre le numérique responsable. Si vous prenez l'option de développer de nouveaux outils, ou mettre à jour de nouveaux outils, vous allez avoir des coûts de développement qui seront sûrement externalisés par une entreprise, par des développeurs. Vous allez avoir des coûts d'accompagnement éventuels par des prestataires si vous vous faites accompagner sur des référentiels comme le RG2A, comme le GR491. Vous allez avoir des coûts de formation et vous pouvez avoir des coûts d'achat de matériel parce que dans le cadre de votre plan d'action numérique responsable, vous allez peut-être changer votre stratégie d'achat d'équipements numériques et opter pour des équipements qui vont être plus chers mais plus durables. Et en ce qui concerne les retours, j'ai essayé de les aligner avec les trois piliers du développement durable. Donc, bon point de vue environnement, vous allez réduire votre empreinte environnementale, vos émissions de GES, consommation d'énergie, réduire vos transports. D'un point de vue économie, le numérique responsable peut vous aider à capter de nouveaux clients et à capter de nouveaux marchés. C'est de plus en plus demandé aujourd'hui dans les appels d'offres. Ça peut vous permettre aussi de fidéliser des clients qui travailleront avec vous parce que vous êtes dans cette démarche. Vous pourrez faire aussi des économies d'achat euh, parce que sur le matériel informatique, sur le logiciel, vous allez vraiment faire attention à acheter ce dont vous avez besoin et éviter les doublons avec des outils que vous avez sûrement déjà en stock. Et vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, faire des économies sur la production de contenu pédagogique. Le numérique responsable, ça prône la frugalité et les ressources frugales sont moins difficiles et souvent moins longues à concevoir. Et pour le pilier social, voilà. Clairement, le numérique responsable chez nous, ça crée une forte adhésion de l'équipe et vraiment un enthousiasme important. Ça va vous permettre de travailler à l'accessibilité de vos outils, à une gestion éthique des données, à mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès de vos pairs, de vos parties prenantes. Donc c'est vraiment intéressant d'un point de vue des retours.